Bonjour amis internautes, merci partout où vous êtes. C'est News 24, une chaîne qui était mise en Australie, dans la ville de Melbourne. C'est Denis Kayenge. Merci de votre soutien. Et toujours, les gens se sont beaucoup abonnés après l'émission que nous avons eue la fois passée. Et aujourd'hui, nous sommes revenus parce que nous avons promis que chaque fois nous allons épulcher, présenter dans l'actualité de la République démocratique du Congo, essayer de faire voir à ceux qui sont à Melbourne, parce que vous connaissez News 24, c'est une chaîne qui était mise en Australie, bien sûr, c'est une chaîne communautaire de la République démocratique du Congo. Nous parlons de la politique, le social. Abonnez-vous nombreux, merci pour le soutien. Nous avons l'habitude du plateau, c'est lui, je l'appelle le lion de ce plateau parce qu'il est le seul ici à Melbourne à accepter chaque fois notre invitation. Évidemment, pour venir à une invitation, il faut être un aguerri, il faut avoir de la matière. Bonjour Maître Guy. Bonjour mon frère Denis et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Quelles étaient vos impressions après le retour des News 24 avec ces analyses, avec vous comme un spécialiste au niveau du droit et la Constitution de la République démocratique du Congo? Bon, disons que c'était positif, c'était avec beaucoup de joie parce que, comme j'ai toujours dit, E-News c'est notre maison. C'est la plus grande chaîne de la communauté africaine que nous avons ici en Australie. Alors c'est toujours un plaisir lorsque vous avez cette opportunité de recevoir une invitation et de venir répondre. Pour moi en tout cas, je pense que c'est une grande opportunité que nous puissions nous exprimer et donner à travers cela des idées pouvant permettre à nos gouvernants de voir aussi des choses autrement. Et là, il faut corriger qui corrige. Et c'est avec plaisir que nous avons toujours reçu les invitations de E-News. Donc, comme vous avez dit là-bas, c'est notre maison et nous sommes contents d'être là. Mais on vous reproche toujours d'être trop sévère et trop critique à l'endroit du gouvernement de la République démocratique du Congo. Vous n'avez pas cette impression, vous? Bon, je sais que les opinions diffèrent toujours. Autant il y a des gens qui disent que je suis trop sévère vis-à-vis du gouvernement, mais autant il y a aussi de ceux-là qui me placent juste au milieu, et il y a d'autres qui disent que je ne dis que ce qui est correct, ce qui devait être légal et ce qui doit être fait pour voir tant soit peu comment changer l'environnement politique, si pas notre environnement sur le plan au niveau national, mais que aussi au niveau continental. Donc sinon, dans tous les cas de figure, nous faisons un effort pour rester le plus objectif et savoir dire là où c'est noir, nous disons noir, et là où c'est blanc, on dit que c'est blanc. Voilà, nous œuvrons pour le changement. News 24, c'est une chaîne des solutions, donc on n'est pas ici pour attaquer les gens. Aujourd'hui, nous commencerons par la liberté de la presse, qui est un peu secouée d'ailleurs dans toute l'Afrique, et les arrestations des journalistes. Il y a Tiani qui a été convoqué, Peter Tiani bien sûr, et il y a aussi... on l'appelle souvent Sango, Israël Mutombo, qui semblerait a été enlevé, mais il y a encore des doutes, c'est pas encore précisé. Mais tout ça, l'environnement, je suivais Madame Yuang hier sur le plateau de Fabien Kouswanika, que je salue. Je le suivais hier, elle disait que l'environnement en Afrique, surtout en République démocratique du Congo, là où il a beaucoup travaillé, c'est pas propice pour le journaliste. Alors on verra avec Maître Guy quels étaient les griefs autour des PITA, qu'est-ce que nous pensons de cette liberté, qu'est-ce que la loi dit par rapport à la liberté d'expression. On parlera de tout ça, mais il y aura une émission un peu spéciale sur ça. On parlera de Sama Lukonde. J'ai toujours dit souvent dans toutes les émissions, nous voyons Sama Lukonde n'est pas chaque fois cité. C'est comme si c'est un premier ministre dans l'ombre. On parlera de l'efficacité des Warriors, Warriors 2 bien sûr, et finalement nous allons clôturer par les élections à venir, la possibilité de voir autour de ça, est-ce qu'il y a consensus ou bien le pouvoir va aller droit au but. Pour ne pas trop traîner, qu'est-ce que vous pensez au fait de ces arrestations, comme la liberté de la presse? Il y a eu Peter Tiani. Vous avez un peu de plus amples informations sur ça? Oui, concernant la liberté de la presse au Congo, jusque-là, je pense que les choses n'ont pas tellement vraiment évolué dans le sens de voir un changement. Vous savez, la liberté de la presse, lorsqu'on en parle, cette liberté tire son soubassement de la Constitution. Lorsque vous lisez déjà à partir de l'article 22, vous allez vous rendre compte que la Constitution
a mis un principe concernant la liberté. Et bon, ça ne sert à rien peut-être de passer à des lectures, mais déjà à partir de l'article 22, comme j'ai dit, de la Constitution, elle érige ces principes constitutionnels-là pour permettre de garantir de donner à la presse assez de moyens. Vous savez, Denis, la démocratie marche avec la presse. Sans la presse, on ne peut pas parler de la démocratie. Aujourd'hui, quand vous regardez, depuis que le régime est venu, il y a comme une sorte de musulman de la presse. Tantôt, vous avez des arrestations de journalistes, tantôt, vous avez des chaînes qui sont fermées sans réellement motif valable. Et le comble, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai la nette impression, ça c'est une observation personnelle de moi-même, que il y a un certain nombre de journalistes qui ne sont pas peut-être en odeur de sainteté par rapport à leur ligne éditoriale, qui ont souvent beaucoup de problèmes depuis que ce régime ici est arrivé. Quand vous dites sans raison, mais en fait, le métier de journalisme, il y a aussi quand même la déontologie, l'éthique et tout ça. Mais de l'autre côté, on dit qu'il y a trop de brebis qui sont en train de galérer partout. Il y a des électrons libres, il y a des insultes, il y a des émissions qui frise un peu la décence. Est-ce que vous pensez que la liberté de presse devrait être, ou la liberté d'expression devrait être un libertinage, et vous ne voulez pas qu'on sanctionne ceux-là qui s'écartent de leur déontologie ou de l'éthique? Bon, moi je ne suis pas journaliste, et ici je préfère parler en termes d'observation. Peut-être que toi... Non, quand vous dites déjà on les arrête pour rien. Mais moi, je vous confirme qu'il y a des griefs contre certains journalistes qui tiennent des propos désobligeants à l'endroit des leaders politiques, par exemple, ou à l'endroit de certains confrères qui ne partagent pas le même avis. Oui, mais oui, sans pour autant faire l'apologie du mal. Moi, je ne suis pas là pour encourager le mal. Mais ici, je pars sur base d'une observation, et qui sont par exemple des observations simples. Il y a quelques jours avant ici, on avait... Quand je parle des maisons de presse qui sont fermées, mais quand vous regardez par exemple avec CML13, sans pour autant être de même obédience que eux ou quoi, mais vous regardez les griefs pour lesquels, vous regardez même au niveau de la documentation qui a été mise en place, l'argumentaire qui a été mis en place pour pouvoir fermer cette chaîne-là, si pas le suspendre. Ça n'avait pas de soubassement. Vous prenez des journalistes tels que Yves Bouya, quand on l'avait arrêté, aujourd'hui libéré. Quels ont été les griefs qui lui avaient été reprochés? Ça n'avait pas de soubassement. Non, il y a des gens qui tiennent des propos d'abord, dans la déontologie et éthique, même en tant qu'homme de droit, il y a ce que nous appelons en anglais common sense. Est-ce que dire des choses qui ne sont pas vraies à l'endroit de quelqu'un, vous ne pensez pas que ça pourrait être sujet de poursuites? Mais là, vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste, et vous savez, si j'ai bonne mémoire, j'ai oui entendu ça dans des plateaux de télé avec vos confrères, mais dans la presse, il y a ce qu'on appelle le droit de réponse. Le fait que quelqu'un vienne, un journaliste qui exerce son travail dans le cadre de ses attributions, vienne dire des faits qui ne sont pas vrais, ne font pas de lui directement un infracteur. Il y a le droit de réponse. Par exemple, parce que vous savez, Denis, nous devons voir les choses de manière un peu lointaine. Plus il y a, pour de petits faits, pour des faits qui sont peut-être réparables moyennant un autre mécanisme que la presse peut utiliser, mais lorsqu'on doit tout le temps faire intervenir la justice, faire intervenir la police, c'est-à-dire que ça noircit tout simplement l'image de la démocratie, la liberté d'opinion, la liberté de pouvoir s'exprimer selon ses opinions, selon sa pensée, est affectée. Et aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir, il y a tout un nombre aujourd'hui de journalistes qui, s'ils ne sont pas arrêtés, mais du moins, ils sont quand même soit interpellés, soit mis sous pression, soit... Alors, en ce moment-là, ça frise la presse. Et quand la presse se retrouve dans cet état-là, alors, la conséquence, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et quand vous regardez même dans certains rapports
internationaux, on est en train de parler de la liberté de presse. Donc la démocratie, nous devons comprendre, même le pouvoir en place ici. Mais maintenant, comment nettoyer ces fichiers-là des journalistes? Parce que moi, vous avez le CESAC. Mais utilisez vos instruments. Vous avez par exemple le CESAC. Vous venez de dire ici les brebis galeux. Le terme là, brebis galeux, ça c'est vous qui connaissez la quintessence, mais moi, lorsque j'entends brebis galeux, je me dis seulement que peut-être c'est quelqu'un qui n'est pas habilité à faire ce travail du journalisme. Maintenant, la question revient à votre côté. Pourquoi au niveau, par exemple, de votre organisation, vous permettez ce genre de choses pour un certain nombre de gens? Et pourquoi vous n'activez pas ce mécanisme, si pas constitutionnel, mais ce mécanisme qui vous donne le droit d'arranger votre secteur? Alors là, le problème, c'est d'un côté à votre niveau, de l'autre côté au niveau... Non, mais je suis très content parce que en suivant Christian Bossembe, M. Christian Bossembe, le suivant, c'est lui le responsable de GESAC, il était clair. Il dit nous devons nettoyer quand même cet espace. C'est un métier noble. Vous savez, ici en Australie, on nous donne des licences. C'est-à-dire quand vous avez votre licence, vous n'avez même pas le droit d'avoir une contravention. Sinon, on vous les retire. La licence est retirée. Alors, si la GESAC voudrait organiser, si on appelle ça Léola, si vous voudrez organiser le secteur, il commence par punir ceux-là qui... Les infractions sont claires avec, par exemple, parlons si vous avez une idée, je crois qu'on l'appelle Louis France Kousekisa, où la chaîne a été pratiquement suspendue. Mais ce sont des propos, c'est les propos que nous utilisons. Mais lui n'avait pas parlé. Quand vous quand je vous invite ici, quand je vous invite sur mon plateau, bien sûr, le propos tenu par Maître Guy ne vous engage pas. Ne m'engage pas. Mais c'est ça le problème. Maintenant, moi, je réfléchis en tant qu'ici. Voilà, je ne réfléchis pas comme au Congo. Non, mais même au Congo. Même ici, mais attends, je vous donne plutôt une image. Ça vous engage, bien sûr. Mais si je sais que ces propos sont désobligeants, sont insultants, ne respectent même pas la déontologie, ne respectent pas la loi du pays. Parce que nous tous, quand vous dites la Constitution a prévu tout pour tout. Maintenant, si la personne dépasse ce limite et que je ne recadre pas la personne, parce qu'il y a aussi le recadrage, quand on insulte un chef d'État à longueur de journée sur votre chaîne, est-ce que ça ne m'honore pas? Non, alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce qu'on doit encore inviter la même personne pour venir dire les mêmes bêtises? Non, mais bon, moi je pense que... Il y a quand même... Moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas pour les arrestations. Mais quand même, je voudrais, par la lumière de la loi, n'entrons pas dans le journalisme, mais la loi, qu'est-ce que la loi dit, prévoit dans l'expression très bien. Libre expression? Ouais, mais d'abord, ici, on est en train de parler d'un thème où je me trouve en face d'un spécialiste, c'est-à-dire journaliste de formation que vous êtes. Vous avez parlé de l'Australie, mais en Australie, il n'y a pas de brebis galeux, par exemple. En Australie, c'est des galeuses ou quoi. En Australie, c'est des gens qui ont fait le média, c'est-à-dire qu'ils sont allés d'abord étudier. Ouais. Et puis, on vous délivre une licence. De cette licence-là, maintenant, vous suivez le cours normal. Est-ce que maintenant, question, parce que vous avez parlé de Christian Bossembe, vous êtes sans ignorer que dans notre presse aujourd'hui, bon nombre de gens qui sont là-bas, ils n'ont jamais fait les études disons de journalisme comme vous l'avez fait. À ce niveau-là, déjà, ça pose problème. Et vous connaissez comment notre loi définit c'est qui doit être journaliste ou pas. À ce niveau-là, déjà, il y a une nette comparaison. Mais qu'est-ce que vous proposez? Vous comprenez? Parlons maintenant des déclarations des gens. En soi. Non, mais comment? Parlons maintenant de ceux qui viennent dans des plateaux. Je sais qu'il y a un principe, les déclarations dans un plateau de télévision d'un invité n'engagent pas le journaliste. C'est vrai, je suis d'accord avec toi que le journaliste en tant que tel peut recadrer, mais tu peux me recadrer, mais je suis assez adulte. Si je maintiens mes déclarations, mes opinions comme étant des opinions vraies, alors à ce moment-là, vous faites quoi? Donc on doit vous punir parce que moi je maintiens. Parce que j'ai vu beaucoup de gens, je termine par là, beaucoup de gens à la télévision à Kinshasa, j'ai vu aussi des journalistes avec toute la bonne foi qui recadrent ou bien
qui relance, juste pour réorienter la chose, mais l'invité vous dit que non, je maintiens ces déclarations-là. En ce moment-là, nous faisons quoi? C'est là que je suis en train de dire, d'un côté, vous devez revoir et si la votre secteur, mais de l'autre côté... la rigueur de la loi, et vous pensez que... Mais la rigueur de la loi doit se justifier par la loi. Du moment où, quand vous regardez... Si j'invite la même personne, moi là je réfléchis, j'invite la même personne pour tenir le même propos, là, je deviens complice, n'est-ce pas? Non, vous devenez comme moi, je ne vois là où, en quoi est-ce que le journaliste est tenu de complice parce qu'il a invité la même personne deux ou trois fois. Sur son plateau. Mais parce que nous partons déjà d'une réalité selon laquelle les propos tenus dans un plateau de télévision n'engagent pas le journaliste. Mais le journaliste a recadré. Mais cela n'empêche pas au journaliste... Alors, si je recadre et que demain je vous invite encore, là je ne vous invite plus, c'est fini. Non, mais là, parce que je ne veux pas être associé aux propos que... Non, mais en vous ce savez, moment-là... ici, il y a des mots que vous ne pouvez pas prononcer. Mais en ce moment-là, ça devient... Sur un plateau. Attends, Denis. À ce moment-là, ça devient votre volonté. Parce que vous avez le pouvoir d'exercer votre volonté, mais que ce n'est pas une... Je ne peux pas considérer ça comme étant une faute faisant que vous ne puissiez pas inviter cette personne-là. Là, parce que la qualité d'un invité dans un plateau, c'est vous qui déterminez ça. Et de sur quoi, toi, tu es directeur ici, sur cette chaîne ici, donc vous avez l'autorité. Mais que, disons que vous aviez donné... cette opportunité à un certain nombre de journalistes qui travaillent avec E-News. À ce moment-là, c'est cette qualité-là, c'est ce droit-là qui détermine aux journalistes, bien entendu, en suivant votre ligne éditoriale. Donc là, il y a deux choses. Soit vous manifestez, vous exercez votre droit d'inviter ou de ne pas inviter. Mais que si vous invitez la même personne, moi je ne vois en quoi ça peut mais si les propos tenus frisent de l'autre côté, parce que en fait, pour ne pas trop étaler là-dessus, qu'est-ce qu'on reproche par exemple à Peter Tiani? Comme ça, à partir de ça, nous pouvons illustrer. Bon, le cas de Peter Tiani est même un cas qui, je dirais, qui touche à la presse, oui, parce qu'il est journaliste. Bon, aussi en même moment qui touche à la situation de Okende. Si nous devons examiner la situation de Peter Tiani, vous allez vous rendre compte que au départ, de faits pour lesquels on est en train de le reprocher aujourd'hui, ce sont les tweets. Et vous vous souvenez, à l'émission passée, nous avions fait allusion un tout petit peu à ces tweets-là. Ce sont les tweets lorsqu'il y a eu meurtre de M. Okende. Ouais. Lui n'a fait que exercer son droit en tant que journaliste. Mais Peter Tiani n'était pas au lieu du meurtre, jusqu'à preuve du contraire. Alors, en tant que journaliste, vous connaissez comment vous travaillez, Denis. Vous pouvez tweeter, les gens vont suivre, ça fait partie d'ailleurs de l'information, c'est ce qu'il a fait. Bon, vous invitez quelqu'un, vous lui donnez une invitation, et c'est là que je voudrais toucher un tout petit peu la partie du droit. Et encore une fois de plus, notre appareil judiciaire commet toujours de fautes qui, normalement, devaient être évitées. Et toutes ces fautes-là tombent sur le pouvoir. Parce que, Denis, vous êtes sans ignorer que lorsque le président Félix est venu, il nous a parlé de l'état de droit. Et c'est là que je vous ai toujours dit, comment on pouvait venir avec un si grand programme comme ça, et qu'on voulait titrer même comme étant, travailler sur, faire en sorte que le Congo devienne réellement un état de droit. Mais quand vous regardez, aucune disposition, aucune politique publique n'a été mise en place pour pouvoir changer l'appareil judiciaire. Regardez, Peter Tiani a reçu l'invitation, je coupe court. Il a reçu la première invitation. Ici, on parle d'une invitation. En droit, lorsqu'on vous invite, on peut vous inviter à titre de renseignant. On peut vous inviter par la justice comme étant un témoin. Et puis, on vous entend. Mais devant cette invitation, je peux me représenter par mes avocats. Connaître les motifs pour lesquels vous m'avez invité. Ça, c'est une procédure légale. Peter Tiani avait envoyé ses avocats. Quand les avocats sont arrivés là-bas, le comble, c'est que, non pas seulement qu'ils ont trouvé l'OPJ qui l'avait invité, mais le comble, c'est que la personne qui avait invité Peter Tiani, à la date où les avocats sont venus, il s'est fait qu'après recherche, le monsieur en question se retrouve à l'est du Congo. Et ils n'ont trouvé personne. Ils sont rentrés.
De l'invitation à l'avis de recherche. Quand est-ce qu'on donne, on lance un avis de recherche? Peter Tiani n'est pas un fugitif. Pourquoi lancer un avis de recherche? Non, mais quand l'adresse est connue, non? Non, mais si je ne me présente pas, on me fait un mandat d'amener. On ne me fait pas un avis de recherche. Un avis de recherche, cela veut dire que je suis... Donc, j'ai disparu. Non, ou bien je suis en train de me cacher. Mais nous n'ignorons pas que dans ce pays, il y a eu un certain Kalev qui a disparu, il y a un certain John Numbi qui a disparu. Mais eux, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur ça. Et maintenant, on ouvre... vous ne voulez pas qu'on poursuive quelqu'un qui se retrouve à Brazzaville, par exemple. Non, mais vous parlez de la disparition. La disparition est différente de lorsqu'on lance un mandat d'amener à quelqu'un. Peter Tiani, son adresse est connue. Peter Tiani a un bureau. Laissez-moi poser la question. Pardon, je n'ai pas le droit de poser des questions. Mais où est-ce qu'on a arrêté Peter Tiani? À son bureau, non? Donc, c'est que ces messieurs-là, les avocats, quand ils sont présentés, cela veut dire que la personne qui les avait envoyés, qui les avait engagés, est là. Maintenant, vous venez, vous arrêtez quelqu'un. Et j'ai vu dans les vidéos, vous regardez même la manière dont on a arrêté. Peter Tiani a reçu un coup de fil d'un haut dignitaire qui avait manifesté l'envie de faire, qui voulait passer une émission. Ce haut dignitaire-là, qui est directeur du cabinet, il est le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur. Alors, le monsieur appelle et le monsieur demande à ce que l'émission puisse passer en direct. Et c'est dans ces conditions-là, dans ces contextes-là, qu'on a arrêté. Parce que quand une émission passe en direct, comme moi et toi ici, oui, c'est live. Donc on sait vous identifier, là où vous êtes. Ouais. Et puis, après l'émission, on vient, on arrête. Troisième chose, disons qu'on a arrêté, on est venu le prendre, on a brandi le mandat d'amener, avis de recherche, tout. Et dans cet avis de recherche, chose grave, il n'y avait même pas le nom de Peter Tiani. On a décrit l'identité dans cet avis de recherche comme étant Perfect TV. Perfect TV, c'est une personne morale. Mais ça n'a rien à voir avec Peter Tiani. On saute. Le comble, c'est que quand vous regardez maintenant dans cet environnement-là où Peter Tiani était appréhendé, si je posais la question, qu'est-ce qui justifiait la présence des militaires FARDC? Et c'est un colonel qui vient. Tout autour là-bas, vous voyez des militaires avec des armes et tout et tout. Qu'est-ce qui a justifié ça? C'est un monsieur normal. Même si vous allez l'arrêter, respectez ne fût-ce que la procédure et respectez la personne humaine. Parce que dans notre conscience, il est établi que la liberté, c'est ça le principe de base. Et l'exception de cette liberté-là, c'est une arrestation. C'est une arrestation. Voilà. Bon, voilà. Donc, vous implorez, en fait, vous demandez aux autorités de suivre le processus. C'est que vous-même, vous avez bafoué là au Congo, comme je dis toujours, les hommes de droit au Congo utilisent dans de mêmes écoles, de mêmes enseignants, mais pour interpréter une seule phrase, chacun a sa forme d'interprétation. Vous ne trouvez pas qu'il y a la corruption qui fait tout ça? Mais nous n'avons pas bafoué, d'ailleurs la preuve qui est là, la personne qui vous parle fait partie de ce secteur-là. Voilà pourquoi j'insiste, je conseille et je martèle sur le fait que nous devons respecter la personne. Donc ici on peut conclure que Peter Tiani n'a pas eu... le droit n'a pas été respecté quant à son arrestation. Non, parce que la forme doit être liée au fond. Quand la forme n'est pas respectée... Donc, bref, la liberté d'une façon générale, la liberté des presses, les journalistes plutôt sont muselés. Et donc, bref, notre conclusion va vers... disons que la liberté de la presse n'existait pas en République démocratique du Congo. Non, la liberté de la presse existe, mais dans des conditions les plus difficiles, surtout avec ce pouvoir autoritaire. Voilà. Et là, vous ne lancez pas quand même un credo à ceux-là qui ne respectent pas la déontologie. Je ne vais pas citer beaucoup de noms de journalistes et qui ont insulté le chef de l'État. Non, les questions déontologiques, voilà pourquoi quand vous avez parlé par exemple de ces sacs avec Bossembe, oui. Je vous disais que il est mal barré, lui Bossembe. Aujourd'hui Bossembe est où? Mais lorsque vous parlez d'insulter les chefs de l'État, qui ne sait pas au Congo que Bossembe a insulté un autre ancien chef de l'État de Niaï? Mais il est là. Non, mais soyons, c'est une époque. non, vous empêchez qu'on puisse nettoyer pour changer un mal. On peut changer. Denis, un mal reste un mal. Oui. Un mal, dans une certaine mesure, doit être puni. On ne doit pas quand même laisser le mal évoluer. On va dire, bon, voilà,
il l'a fait, mais maintenant, mais nous n'évoluons pas. Non, nous n'évoluons, écoutez mon frère, nous n'évoluons pas dans la jungle. Il y a des mâles qui peuvent être changés selon qu'on est à l'église. Et on connaît la procédure. Il y a des mâles qui peuvent être changés selon qu'on est dans une nation. Lorsque vous commettez une injure, c'est une infraction. Je pense que pour ce sujet, on s'est allé longuement, mais on appellera aussi Eric Mwamba, l'éditeur responsable des grands journaux, pour un peu éclairer cette histoire des libertés, la presse, le pouvoir et la presse, ainsi de suite. Sans plus tarder, nous partons à notre deuxième sujet, c'est le Warrior 2. Évidemment, on va aussi passer par un. Quelle impression vous avez quand vous voyez le Premier ministre pendant tout ce temps, M. Sama Lukonde? Parce que quand il est entré, il y a eu quand même de pompes. On a vu cette vidéo, il a étudié, il a fait ceci ou cela. Est-ce que vous sentez sa présence? Est-ce que vous sentez l'exécutif fonctionner? Mon frère, ça c'est une très très bonne question. Je m'excuse, j'étais en train de parcourir ici parce que tu vois, moi j'aime toujours les textes, hein. C'est très important. L'observation que j'ai, c'est pas le point de vue que je vais mettre ici, c'est un point de vue malheureux lié à l'inefficacité presque de manière totale du gouvernement pendant la législature ici, et c'est malheureux. Regarde, l'article 91 de notre Constitution dit ceci. Le gouvernement, je lis seulement l'alinéa premier, le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Vous voyez, depuis que Sama Lukonde est venu, bientôt pratiquement 5 ans, quand vous regardez aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés dans une situation, si je dois faire rapidement une étude comparative, c'est déplorable, c'est malheureux, et le bilan de Sama 1 comme de Sama 2 est largement négatif. Nous nous retrouvons dans un contexte où, aujourd'hui, le Congo se retrouve parmi les 3 derniers pays pauvres de la planète. Nous avons 27 millions de malnutris. La corruption est en train de battre son plein partout. C'est-à-dire que tous les secteurs de la vie nationale aujourd'hui sont pratiquement inopérants. Mais qu'est-ce que vous reprochez vraiment l'efficacité de Sama Lukonde, la mise en place des politiques publiques. Denis, on ne peut pas changer les choses. Ou bien si pas un gouvernement ne peut pas vouloir amener le changement sans pour autant mettre les politiques publiques en place. Voilà, allons par des exemples palpables. Regardez quand le gouvernement Sama Lukonde a commencé. Eux tous là, ils viennent de l'opposition. On savait, je prends seulement un cas, on savait pas, je prends ce cas-là parce que je vous ai parlé de plus d'au moins 27 millions de malnutris. Donc le Congo ne courait pas seulement des aspects sécuritaires à l'Est, mais nous courions aussi un aspect lié à la famine, qui est aussi une forme de guerre. Qui est aussi une forme de guerre sur le plan social. Regarde, Sama Lukonde vient, on préfère prendre l'argent de l'État, au moins 600 millions avec le projet 100 jours pour aller verser dans de petits mini-projets. Ouais, ça a commencé avec Ilukamba jusqu'à ce que Sama Lukonde, parce que Ilukamba n'a pas fait 2 ans, n'a pas fait 1 année et demie, et puis Sama Lukonde est venu. Ouais. Mais maintenant, voilà, regarde. Pendant qu'on est en train d'utiliser, et tout cet argent ici, c'est volatilisé comme ça. Si on prenait par exemple les 600 millions, sur les 600 millions, Sama Lukonde, avec une vision claire, pouvait verser cela dans le secteur agricole, avec le général Kabouik. Parce qu'aujourd'hui, si vous me demandez le bilan, je crois que parmi les 2 ou 3 personnes que je peux citer, je peux vous citer parmi les 3 noms là, le général Kabouik. Imaginez qu'on versait l'argent, on mettait de l'effort, on définissait une politique publique claire dans le secteur agricole pour combattre la famine.
Parce que les données ici ne viennent pas de maintenant. Les données ici existaient déjà. On serait déjà loin avec les services nationaux. Vous êtes sans ignorer que lorsque Mouzé a mis en place les services nationaux, l'objectif, ce n'était pas seulement que ça se retrouve d'un coin. C'était qu'on devait éparpiller ça. À l'intérieur, là-bas, il y avait l'Équateur, il y avait le Bas-Congo, il y avait le Bandundu, il y avait l'axe oriental. À ce moment-là, ça pouvait toucher le social. Et on pouvait résoudre ne fût-ce que un ou deux problèmes parmi tant d'autres que nous avons au pays. Vous avez vu dernièrement tout un gouvernement avec 6 ou 7 ministres qui se déplacent, Denis, pour aller chercher le maïs en Afrique du Sud. Alors que nous avons 80 millions de terres arables, comme ça là, 80 000 ou quoi, comme ça là, où on ne sait pas faire le champ. Un seul secteur. Vous prenez sur le plan sécuritaire. Quel est le rendement de ce gouvernement sur le plan sécuritaire? Bon, voilà. Si vous prenez par exemple, je termine là-bas, je prends seulement 3 points. Si vous prenez par exemple au niveau de la dette, vous savez que quand Samalou Condé, avec ce régime ici, sont entrés, le Congo avait une dette de combien? Pratiquement de 0. Aujourd'hui, nous avons plus ou moins 9 milliards de dettes. Et Samalou Condé, contrairement par exemple à Mouzitou, ou bien à Matata Pogno, qui faisait des efforts, qui avait mis des mécanismes en place pour payer tant soit peu, Samalou Condé a payé combien? Et tout l'argent là qu'ils ont pris en termes de dettes, ça servit à quoi? Pratiquement 0. À quoi est dû, selon vous, cette inefficacité de Samalou Condé? Parce que c'est un gars qui est à la place qu'il faut. Cette inefficacité est liée au conflit, d'abord au conflit politique, qui à l'intérieur, là-bas, vous avez d'abord les différents, si je peux dire, les différentes crises de légitimité qui ont sévi le Congo depuis jusque maintenant, là. Vous ajoutez à cela... Et ça n'empêche pas les crises politiques. Mais là, quand vous gérez un environnement qui, à tout moment, il y a toujours des crises, ça affecte votre gestion. Ça affecte votre gestion. Vous avez le problème de quoi ça? De corruption. Aujourd'hui, Denis, je vous dis que la corruption au Congo, donc c'est parmi les éléments majeurs qui est en train de détruire ce pays-là. Vous prenez seulement la corruption et le Congo, le professeur Lubambi, nous avait parlé des 16 milliards. Zolo, je crois. Lubambi Zolo. Mais aujourd'hui, je lis des articles où on est en train de parler pratiquement abondé dans le même sens, mais on parle de 15 à 20 milliards. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, tout est sujet à corruption. Maintenant, la question, lorsque le gouvernement est venu, quelle a été la politique publique mise en place pour combattre ce fléau? Parce que la corruption aujourd'hui est devenue comme un fléau chez nous. Mais vous allez voir qu'il y a l'inefficacité du gouvernement, c'est aussi les acteurs. Mais le Premier ministre, lui, s'il n'a pas en odeur de sainteté avec le chef d'État, mais moi j'ai l'impression que Samalou Condé, ça va. Donc ça signifie, s'il est inefficace... Non, mais justement, Samalou Condé est inefficace, parlant de... Pourquoi? Qu'est-ce qui fait cela? Ouais, parlant de nos relations avec le président, là je te rejoins. Jusque-là, nous n'avons pas encore vu, entendu quelque chose. Donc on suppose qu'ils sont en train de travailler avec une même longueur d'onde. Mais lorsque vous regardez maintenant en termes de l'efficacité, dans un pays où il y a la corruption qui sévit pratiquement tout l'espace comme ça, vous avez par exemple des gens, vous allez voir, quelqu'un qui est déjà parlementaire, mais demain matin, il se retrouve comme étant PCA dans une entreprise. Donc, pour une même personne, devant la crise comme ça, voilà, il touche au Parlement, mais il touche aussi comme PCA. Question maintenant, qui nomme ces gens-là? C'est aussi un problème. Et c'est toujours le Premier ministre. Voilà, on ne va pas prendre trop le temps de nos auditeurs. Nous partons directement sur les élections qui nous avons décidé aussi d'en parler. Parce que les élections, est-ce que réellement on aura élection d'abord en République démocratique du Congo? Bon, c'est un sujet qu'on avait déjà la fois passée, mais qu'on n'a pas pu vraiment entrer, mais c'est le mois de décembre en fait. Certains disent que même pas une minute passera, il faut qu'il y ait élection. Est-ce qu'il y aura élection? Bon, selon Kadima, oui. Parce que je ne peux pas contredire ce que lui dit sur la place publique. Mais selon nos observations, ou les observations de beaucoup nombre de gens, nous pensons que on est en train de voiler le peuple congolais. Il n'y aura pas
on nous voit dans quelle mesure il y aura élection. Nous avons connu le problème de processus électoral avec toutes les difficultés que ça a connues, et ça ne sert à rien de reprendre ça ici. Nous avons le mécontentement des acteurs qui vont participer, qui normalement devraient participer à ce processus. Nous connaissons la suite. Martin Fayulu ne veut pas partir. Mais il les a appelés quand même autour d'une table. Ça, c'est ce que nous entendons. Non, mais écoutez, Denis, vous appelez des gens, ils viennent. Donc, nous supposons que nous sommes dans la logique d'un dialogue. Mais lorsque nous dialoguons, nous devons nous entendre. Lorsque nous dialoguons, et puis après, vous voulez que nous puissions rester monologues. En ce moment-là, il n'y a rien. Donc, je peux vous dire déjà que cette rencontre-là n'a pas abouti. Et maintenant, là, dans les coulisses politiques, nous apprenons que M. Olengankoy, avec Kalev, et d'ailleurs, 2 semaines passées, on avait enlevé, on avait stoppé les poursuites contre Kalev. Et récemment, personnellement, j'ai appris qu'il fait partie de ceux-là qui sont en train de sillonner pour voir la classe politique et voir comment on peut organiser. Il négocie. Oui, Kalev il est là. Il est avec Olengankoy, parce que quand ils ont vu Kabila, ils ont vu Katumbi, ils ont vu Moïse, ils ont vu Delis Esanga, ils ont vu Mukwege. Donc, beaucoup d'acteurs politiques, on les a vus, on est en train de négocier. Et moi, sans pour autant aller loin dans mes analyses, je pense que c'est le schéma qui est mis en place. Parce que quand vous rentrez du côté de la CENI et du pouvoir, vous êtes sans ignorer que Kadima jusqu'au jour d'aujourd'hui continue à pleurer l'argent. Il y a des agents de la CENI qui ne sont pas payés. Récemment, à l'émission passée, je vous ai dit qu'on reprenait l'opération pour donner encore à nouveau aux gens des cartes et consorts. Et jusque-là, ils sont seulement... Voilà, ils sont toujours à Kinshasa. Et lorsque vous regardez, si on doit courir seulement à Kinshasa, mais cet aspect des choses n'a pas seulement touché Kinshasa. C'est dans beaucoup de coins de la République où les gens déplorent la qualité des cartes. Mais disons qu'on prenait seulement cette opération-là, ça va affecter le calendrier de la CENI. Voyons voir d'ici là, parce que le pouvoir n'a plus que 3 mois ou 3 mois et demi. Voyons voir à 90 jours s'ils vont convoquer le corps électoral et nous prenons ça par là. Mais à voir sur le plan politique, je pense, à mon humble avis, qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc, bref, vous êtes pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste, je ne dirais pas ainsi, mais je suis observateur et je pense, vu les réalités que j'ai, je pense qu'il n'y aura pas élection. Quel pourrait être le préalable pour qu'il y ait une bonne élection? Mais le préalable pour qu'il y ait une bonne élection, comme à l'heure actuelle, le dialogue, le dialogue dans le monde politique, hein, c'est quelque chose, c'est une habitude. Les politiciens doivent dialoguer. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais nous dialoguons pour aller où? Nous dialoguons pour faire quoi? C'est là le problème. Parce que imaginez qu'on arrive au mois de décembre, il n'y a pas élection. Automatiquement, même si on dit que l'article 220, le président reste en place, mais le pouvoir devient illégitime, papa. Quand le pouvoir devient illégitime, vous pensez que vous allez diriger le Congo vous-même? Non. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y aura toujours ce compromis politique. Mais maintenant, la grande question, avec la peur que, avec nos inquiétudes, au cas où la classe politique se retrouvait en place, c'est pour nous amener où, quelles sont les alternatives qui vont être ouvertes pour que nous puissions voir quand même les choses changer dans le sens de l'intérêt général et pour que le Congolais se retrouve. Que les Congolais se retrouvent. Merci Maître Guy. Le temps qui nous est imparti a atteint son sommet. Nous remercions nos internautes pour nous avoir suivis. Merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre. Vos messages, nous les avons reçus. Et nous aurons toujours Maître Guy. Il ne va pas disparaître comme la fois passée. Maître Guy sera toujours là. Merci de nous avoir suivis. À la réalisation, c'était Fiwaka. À la caméra, c'était Dio Barongo. Au script, c'était Jojo Kinkoufi. Et Denis Kanga vous dit, avec Inus 24, à la prochaine. Abonnez-vous nombreux. Faites-nous confiance. Merci. Merci, Maître Guy. Merci.